Après avoir retiré les États-Unis des accords de Paris, misé une partie de sa stratégie sur le pétrole et même envisagé la relance des centrales à charbon, tout le monde pense que Trump est le pire ennemi de la planète. Et franchement, moi aussi je le pensais jusqu'à ce que je suive une formation de 90 heures pour auditer la durabilité des entreprises. Pourquoi cette formation? Parce qu'une nouvelle contrainte imposée par l'Europe m'a forcé à m'y plonger. Et ce que j'y ai découvert m'a sidéré. Notre approche actuelle de l'écologie est un échec total. Taxes punitives, subventions coûteuses, discours moralisateurs, rien ne fonctionne. Et pendant ce temps-là, les catastrophes climatiques s'enchaînent, la Californie brûle, l'Europe déborde. Alors j'ai dû faire face à cette révélation, disons-le, dérangeante. L'approche capitalistique et économique de Trump est sûrement la seule solution durable pour réellement sauver la planète. Et d'ici la fin de cette vidéo, ce qui vous semblait jusqu'ici évident ne le sera probablement plus. Mais avant d'aller plus loin, posons les bases. Certains disent que les changements de température sont naturels et liés au simple cycle de la Terre. Ok, en théorie, c'est défendable. Sauf qu'il y a un hic. Avant, ces variations prenaient des milliers d'années et nous, en seulement 150 ans, on a pris plus d'1 degré. 1 degré, comme ça a l'air de rien, mais c'est ce qui alimente la violence des ouragans et des tempêtes actuelles, les vagues de canicules qui sont de plus en plus extrêmes et l'effondrement de notre écosystème. Le principal responsable, la hausse du CO2 dans l'atmosphère. En synthèse, pour que tout aille bien, les scientifiques estiment qu'il ne faudrait pas dépasser les 300 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Eh bien en 2023, on a atteint le chiffre astronomique de 420 ppm, 50% au-dessus de la normale. Et juste pour vous faire peur, au-dessus de 500 ppm, la fonte des glaces serait totale. Alors c'est juste un exemple concret parmi tant d'autres et c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais ces chiffres ce ne sont pas des délires d'extrémistes écologiques radicaux, ce sont des faits scientifiques mesurables et mesurés. D'ailleurs, le GIEC dans son dernier rapport a démontré que le coût de l'inaction sera bien supérieur aux investissements nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire aujourd'hui. En clair, si on ne fait rien, ça coûtera beaucoup plus cher à nos enfants demain. Sauf que pour investir, il faut de l'argent. Et en France comme dans le monde entier, actuellement, on n'a pas d'argent, mais heureusement, on a des idées. C'est pour ça que les États ont mis en place un certain nombre de solutions pour soi-disant essayer de sauver la planète. Et spoiler, elles ont toutes échoué. Pourquoi ? C'est exactement ce que je vais vous expliquer maintenant. La première stratégie mise en place pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est ce qu'on appelle l'approche punitive. Vous la connaissez forcément, cette approche, ce sont ces taxes et ces interdictions censées nous pousser à être plus écologiques. La philosophie est très simple, si tu pollues plus, tu payes plus, et comme ça devient trop cher, l'État espère que tu finiras par changer tes habitudes. Parfois ça fonctionne et je vais justement commencer par un exemple qui m'a personnellement touché, le remplacement de ma voiture de société en mars 2024. Pour la petite histoire, ça faisait presque 10 ans que je roulais en Golf GTI et franchement j'ai adoré cette voiture. Donc logiquement j'ai voulu reprendre le même modèle en plus récent. Sauf qu'une Golf GTI ça fait 230 chevaux et ça rejette surtout 164 grammes de CO2 par kilomètre. Et en France, pour limiter les véhicules dits polluants, on a créé le fameux malus écologique, un impôt calculé sur les émissions de CO2 du véhicule. Et cette blague, pour cette voiture, c'est une taxe complémentaire de 5400 € à l'achat. Ça commence déjà à faire beaucoup, mais il y a une autre taxe beaucoup moins connue mais qui coûte beaucoup plus cher aux entreprises, ce sont les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques. Le nom est compliqué au possible mais le principe est très simple. Plus le véhicule de tourisme est lourd et polluant, plus l'entreprise devra payer cher chaque année. Et dans mon cas, ça représentait 12 600 € de taxes supplémentaires sur 5 ans. Oui, entre le malus écologique et les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, j'aurais dû payer 18 000 € de taxes pour une voiture qui coûte 50 000 €. Aucun intérêt, j'ai donc laissé tomber l'idée d'acheter de nouveau une Golf GTI. Et là, je sais ce que vous pensez. Oui, mais ta voiture, c'est pas celle de Monsieur Tout-le-Monde, et vous avez raison. Donc on va prendre l'exemple avec une Peugeot 308 diesel de 130 chevaux qui coûte 33 000 €. Eh bien, même cette petite voiture est considérée comme polluante, et voici toutes les taxes qu'une société va payer. 540 € de malus à l'achat, puis 533 € de taxes annuelles en 2025, 783 € en 2026 et 1032 € à partir de 2027. Oui, je vous l'avais pas dit, mais les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques augmentent sur les prochaines années, ce qui fait au total sur 5 ans 4 952 € de taxes. Et c'est pas fini, car quand une société achète un véhicule thermique de tourisme, elle ne peut pas entièrement déduire le prix d'achat de la voiture de son bénéfice.
services. Toujours pour les mêmes motifs, préserver l'environnement. Moralité, l'entreprise fait plus de bénéfices et elle paye donc plus d'impôts sur les sociétés. Et ici, on arrive à 3 750 € d'impôts sur 5 ans. Donc cette voiture qui coûte 33 310 € sur le papier reviendra au final à 42 000 €. C'est quasiment le prix d'une Tesla Model 3 et ça dépasse même celui d'une MG4 électrique qui, elle, n'émettent aucun gramme de CO2 et donc ne supporte aucune taxe. Moralité, l'approche punitive fonctionne et beaucoup d'entreprises comme moi se tournent vers l'électrique, non pas par conviction écologique, mais par pur calcul économique. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi, au final, j'ai acheté une Tesla Model 3 grande autonomie. Et là, j'en entends derrière leur écran qui me disent « Mais c'est super, t'as acheté un véhicule électrique, t'es un bon gars, t'as fait un geste pour la planète ?» Eh ben non, pas si vite. D'abord, on va pas se mentir, il y a toujours des incertitudes sur l'impact environnemental global des véhicules électriques. Extraction des métaux rares pour les batteries, le poids écologique de leur fabrication, le problème de recyclage en fin de vie, il y a quand même certains doutes. Mais surtout, cette politique punitive a un effet pervers très concret. En taxant fortement les constructeurs européens qui produisent principalement des véhicules thermiques, on a ouvert un boulevard aux marques étrangères comme Tesla et les marques chinoises. Et ça s'arrête pas là. C'est que pour pousser les constructeurs à être plus écolos, on a aussi créé les crédits carbone. Pour vous expliquer ce que c'est, si un constructeur vend trop de voitures polluantes, il doit acheter des crédits de CO2 à une entreprise qui serait plus verte. C'est une sorte de compensation carbone obligatoire. Là aussi, dans le principe, c'est pas idiot comme idée car ce sont les entreprises polluantes qui subventionnent les sociétés vertes. Et devinez quel constructeur encaisse le plus de crédits carbone? Je vous le donne dans le mille, Tesla avec 2,8 milliards d'euros. Encore de l'argent qui part d'Europe vers l'étranger. Et pendant ce temps-là, nos usines ferment, les licenciements se multiplient et le chômage grimpe en flèche. Pour le coup, c'est vraiment très cher payé pour les constructeurs européens, surtout que le CO2 n'est pas la seule pollution. Moralité, voilà comment une politique qui devait au départ sauver la planète contribue en réalité à détruire notre industrie. Mais comme on l'a vu, les entreprises s'adaptent quand même à cette politique punitive, non pas par conviction, mais par nécessité économique. De l'autre côté, chez les particuliers, là, c'est une autre histoire. Taxer plus ne change fondamentalement aucun comportement et elle crée même et surtout de la frustration. Et si vous avez un doute, demandez aux gilets jaunes ce qu'ils ont pensé de la hausse sur les taxes des carburants. Pour le coup, ça nous a coûté très cher. Mais revenons un instant à ce que j'évoquais dans l'introduction à propos de Trump. Vous vous souvenez sûrement que j'ai suggéré de façon un peu provocante, je l'admets, qu'il pourrait sauver la planète. Eh bien, justement, les États-Unis prennent une direction radicalement différente. Le ministre de l'Intérieur, Doug Burgum, a même récemment déclaré « Dans le cadre de l'état d'urgence énergétique nationale déclaré par le président Trump, nous devons maintenir toutes les centrales ouvertes. Et si des unités d'une centrale à charbon ont été fermées, nous devons les remettre en service. » Évidemment, ce n'est pas en relançant les centrales à charbon qu'on va lutter contre le dérèglement climatique, mais ce que je voulais mettre en lumière dans l'introduction, c'est que Trump, en priorisant l'économie et l'innovation sans contrainte, pourrait indirectement créer un environnement où les solutions écologiques deviendraient rentables naturellement et sans intervention de l'État. Je ne dis pas que c'est son intention, loin de là, on ne sait même pas réellement trop ce qu'il pense, mais ironiquement, dans un système libéral poussé à l'extrême, les entreprises pourraient finir par préférer les solutions écologiques simplement parce qu'elles deviendraient plus rentables. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un industriel. Si un produit écologique est aussi performant et moins cher que l'alternative polluante, vous choisiriez lequel? Le produit vert, naturellement, et c'est là que ça devient intéressant. Et si ça vous semble déjà tordu comme réflexion, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu, car il existe une approche bien plus puissante que la punition, c'est l'incitation. Cette approche, c'est quand l'État propose des aides, des subventions ou encore des réductions d'impôts pour encourager les comportements écologiques. Je suis sûr que ça vous paraît plus positif que les taxes, non? Eh ben, en théorie, oui, mais juste en théorie. En pratique, c'est souvent catastrophique. Je connais bien le sujet, j'ai plusieurs clients qui travaillent dans la rénovation énergétique et tous m'ont dit la même chose. Dès que les aides à la rénovation énergétique baissent, les travaux d'isolation ou d'amélioration des performances énergétiques s'arrêtent net. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne rénove pas sa maison pour sauver la planète. On le fait surtout quand il y a une opportunité que ça ne nous coûte rien ou presque grâce aux aides. Donc oui, ça marche, mais pas pour les bonnes raisons et il
y a pire encore. Ces subventions ont aussi créé un marché artificiel qui attire des entreprises peu scrupuleuses. Est-ce que vous connaissez l'affaire BDPA Rénovation? BDPA Rénovation, c'est une société qui démarchait des personnes âgées souvent vulnérables pour leur vendre des travaux de rénovation énergétique soi-disant 100% subventionnés. Résultat, démarchage téléphonique agressif, rendez-vous avec un commercial manipulateur et dès que vous avez ouvert la porte, le piège se referme sur vous. Ces arnaqueurs sont tellement forts qu'un couple âgé de Dordogne a même signé à plusieurs reprises des devis pour un total de 135 000 euros. Oui, 135 000 euros, quasiment le prix de leur maison. Et derrière, prêt à la consommation, un couple endetté à vie et surtout des travaux qui n'auront jamais lieu. Bien entendu, le patron de DPPA a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, mais le mal est fait et c'est pas le pire. Cette affaire nous a coûté de l'argent à tous car pour la petite histoire, dans les comptes en 2021, l'entreprise devait déjà plus de 500 000 euros aux organismes sociaux et à l'État avant d'être liquidée en 2023. Et quand les recettes fiscales s'échappent, c'est la collectivité qui paye. Et cet exemple n'est pas un cas isolé. Plusieurs rapports estiment, même si c'est très difficile à valoriser, que les fraudes aux aides à la rénovation ont coûté des centaines de millions d'euros à l'État, sans malheureusement pour autant améliorer significativement l'efficacité énergétique du parc immobilier français. L'autre problème avec ces aides, c'est qu'il existe aussi une injustice sociale. Déjà car pour rénover sa maison, il faut être propriétaire, ce qui représente moins de 60% des foyers français. Et deuxième barrière à l'entrée, il faut ensuite avoir les moyens d'avancer les frais. Prenons l'exemple de l'ancien crédit d'impôt pour la transition énergétique qui a été remplacé ensuite par MaPrimeRénov'. Avant, ce qui se passait, c'est que vous payiez vos travaux au cours d'une année. L'année suivante, au mois de mai, vous déclariez vos travaux sur votre déclaration de revenus. Et 4 mois plus tard, enfin, vous aviez le remboursement. Donc ça supposait qu'il fallait avoir les moyens d'avancer l'argent pour les travaux durant plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est quand même un peu mieux car les aides sont désormais versées directement aux artisans, mais dans tous les cas, il reste une part de la facture à votre charge, ce qui exclut automatiquement les ménages les plus modestes. Et il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces subventions créent aussi des distorsions de marché. Le bâtiment, c'est comme tout marché économique, un jeu d'offres et de demandes. Et quand tout le monde veut rénover sa maison au même moment pour profiter des aides et qu'il n'y a pas assez d'artisans disponibles, qu'est-ce qui se passe? Les prix explosent et c'est l'État qui paye une partie de la facture. Résultat, peu de temps après, les subventions diminuent, la bulle artificielle éclate et laisse plein d'entreprises et de salariés sur le carreau. Il y a quelques semaines, près de chez moi, une structure s'est effondrée, la Tresse. La Tresse, c'était l'association leader du recyclage textile en Dordogne, celle qui collectait les vêtements que vous mettez dans les conteneurs. Mais en mars 2025, elle a déposé le bilan. Résultat, 40 salariés licenciés et 1500 tonnes de textiles par an qui finiront désormais dans l'enfouissement. Pourquoi? Parce que comme partout, les coûts ont explosé, sacs de collecte, carburant, énergie, déchets, location de bennes. Et comme l'association n'avait pas un modèle économique durable, dès que les aides publiques ont baissé, l'histoire s'est arrêtée. Comme le dit leur communiqué, cette fermeture est un désastre social et environnemental pour l'ensemble du territoire. On peut craindre que nous sommes à l'aube d'une catastrophe nationale. Moralité, même si ça paraît mieux que le punitif, l'incitation ne marche pas non plus parce qu'il repose sur un système instable, trop coûteux et dépendant de l'État. Alors si ni la punition ni l'incitation ne fonctionnent durablement, vous vous dites peut-être que l'approche qui finira par tous nous sauver, c'est simplement l'éducation et la sensibilisation. Eh bien, même là, il y a un problème. L'idée de cette approche est pourtant simple. Si les gens comprennent l'urgence écologique, s'ils réalisent qu'on joue littéralement la survie de l'humanité, alors forcément ils adopteront des comportements plus responsables. Non, c'est noble, c'est intelligent, mais est-ce que ça marche vraiment ? Vérifions. Tout le monde le sait, consommer local, c'est bon pour la planète. Donc logiquement, ça devrait se valider avec un cas concret souvent cité en exemple. Le slip français, cette marque 100% Made in France, locale, engagée, valorisée par tous les politiques comme le modèle idéal de réindustrialisation verte. Sauf que quand on regarde les chiffres, ça sent pas bon du tout. En 10 ans, l'entreprise n'a été rentable qu'une seule fois en 2021 avec un maigre résultat de 114 000 euros.
Et depuis, elle a accumulé les pertes avec un record en 2022 de moins 3,4 millions d'euros. Et pour tenter de survivre, le slip français a été contraint de diviser ses prix par 2. Comme l'explique son fondateur, Guillaume Gibaud, on doit réussir à embarquer un public plus large pour retrouver des volumes et relancer l'entreprise. Et il a surtout ajouté de façon assez désespérée, ça passe ou ça casse. C'est bien la preuve que seul le prix permet de faire durer les belles idées. Comme beaucoup, il constate simplement la désillusion du monde d'après-pandémie et de la supposée envie de consommation propre et locale. En réalité, dès que tu dois payer, tu retournes à tes vieilles habitudes. Et le slip français n'est pas un cas isolé. Dans le textile, selon l'agence de la transition écologique, 7 vêtements sur 10 sont vendus à prix bas. Moralité, aujourd'hui, la situation est assez catastrophique. Beaucoup d'ateliers textiles se sont créés avec le Covid, mais là, tout le monde crève de faim. Tout baisse, tout s'écroule. Mais soyez rassurés, on sera toujours habillés. Pendant ce temps-là, grâce à Shein et Temu, l'ultra fast fashion explose avec des prix défiant toute concurrence. Sauf que quand on accepte de payer un vêtement à moins de 10% de son prix normal, comment pensez-vous que le Made in France peut lutter? Même en divisant ses prix par 2, le slip français reste largement plus cher que les marques de grands distributeurs et l'avenir nous dira le fin mot de l'histoire. Sauf que, comme le dit Julia Faure, co-présidente de Mouvement Impact France, si le slip français n'y arrive pas, je ne sais pas qui peut y arriver dans le Made in France. L'entreprise a été menée avec talent, elle maîtrise les codes du numérique, la communication et elle est bien accompagnée. Ça montre bien notre limite entrepreneuriale face à la volonté du consommateur. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, malgré 30 ans de sensibilisation écologique, la consommation mondiale ne cesse d'augmenter? Simplement parce que les gens n'achètent pas par conviction. Ils achètent ce qu'ils peuvent se le permettre. Et quand déjà tu as du mal à terminer les fins de mois, celui qui a toujours le dernier mot, c'est ton portefeuille. Et soyons honnêtes, je suis convaincu que 100% d'entre vous ont déjà commandé sur Shein ou Temu, ont déjà pris un vol low cost pour un simple week-end ou même acheté un produit sur Amazon ou chez Action, même s'ils n'en avaient pas réellement besoin. Moi le premier, on est tous coupables. Pourtant, comme le résume très bien Thomas Huriez, le patron de la marque de jeans 1083, la fast fashion nous rend alcooliques de la consommation de vêtements. Mais on est le pays du vin, on aime le bon vin. Et en fait, quand on achète du vin, on aime se faire plaisir par la qualité. On n'est pas loin de retrouver le goût de la qualité. Il faut juste qu'on le revive et qu'on vive peut-être cet écœurement de la quantité pour accepter qu'on créera plus de richesse à travers une stratégie qualitative qu'à travers une stratégie quantitative. Et c'est pour ça qu'il existe une quatrième approche plus subtile et moins connue, le nudge ou coup de pouce en français. L'idée, c'est de modifier l'environnement pour influencer les comportements sans contraindre ni inciter financièrement. Par exemple, placer des aliments sains à hauteur des yeux dans un supermarché pour encourager leur achat. Le vrai problème, c'est que le nudge n'a pas de modèle économique viable à grande échelle et parle surtout à une petite frange de la population déjà convaincue. Il y a toutefois un contre-exemple intéressant qui a percé ces dernières années, c'est la seconde main. Quand on voit le succès de plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin, c'est quand même une preuve que les gens sont prêts à changer leurs habitudes. Et pour vous prouver cette explosion, si vous allez dans les comptes du Bon Coin, vous apprendrez que le chiffre d'affaires est passé de 142 millions d'euros en 2015 à 378 millions d'euros aujourd'hui. Plus de 100% d'augmentation en 10 ans, une sacrée réussite. Mais là aussi, il y a des effets secondaires. Moins d'achats de produits neufs, ça signifie la fermeture des magasins, moins d'emplois dans le commerce et moins de recettes fiscales pour l'État. Donc au final, un coût supplémentaire pour nous tous. Et quand on prend le temps d'analyser l'ensemble du circuit économique, on se rend compte que l'équilibre est quand même très délicat à trouver. Alors, quoi faire? Punir ne fonctionne pas, subventionner coûte une fortune, sensibiliser ne suffit pas. À chaque fois que je vous ai décrit un exemple, vous l'avez sûrement remarqué, c'est le prix qui décide. Et c'est sur ce constat que Trump a été élu. Alors si on arrêtait un peu de moraliser et si on rendait simplement l'écologie économiquement sexy? Imaginez un monde où être écolo rapporterait plus d'argent que d'être pollueur. Pas besoin de taxer, pas besoin de subventionner, juste du bon sens économique. Mon constat est simple, les gens comme les entreprises ne changent leur comportement que quand c'est dans leur intérêt économique. Prenons quelques exemples concrets qui fonctionnent déjà aujourd'hui. Je vous ai parlé du succès de Vinted et du Bon Coin. Mais pourquoi ça marche? Parce que c'est un système gagnant-gagnant. Le vendeur récupère de l'argent sur des objets qu'il n'utilise plus et l'acheteur paye moins cher qu'en neuf. Résultat, une nouvelle économie qui marche sans subvention.
Autre exemple personnel, avec mes associés, on a installé des panneaux photovoltaïques sur nos cabinets de Périgueux et Bergerac. Et personnellement, je ne l'ai pas fait pour sauver la planète, je suis honnête avec vous, mais juste parce que c'était rentable. Lumière, ordinateur, climatisation, chauffage, un cabinet d'expertise comptable, ça consomme beaucoup d'énergie la journée. Et ça tombe bien car les panneaux produisent de l'électricité quand? La journée, quand on bosse. On autoconsomme donc une grande partie de la production, ce qui est plus rentable que la revente. Et d'après nos estimations, en moins de 7 ans, l'installation sera amortie sans même intégrer l'augmentation du prix de l'électricité. Autre exemple, les véhicules électriques. Entre la baisse du prix d'achat avec la concurrence et les économies de carburant et d'entretien, l'option devient de plus en plus rentable. Personnellement, juste avec la recharge électrique, j'ai économisé 1 600 € en un an avec la mienne. Sur toute la durée de vie du véhicule, c'est plusieurs milliers d'euros gagnés et ça sans le moindre effort. Je vous parlais tout à l'heure de l'isolation thermique des bâtiments. On est tous d'accord, une bonne isolation permet de réduire la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des économies sur les factures. Donc à long terme, l'investissement est obligatoirement rentable, même sans les aides. Alors pourquoi tout le monde ne rénove pas son habitation? Comme souvent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le problème, c'est qu'on raisonne souvent à court terme et qu'on ne voit que le coût initial. Et c'est totalement compréhensible. Quand on a des moyens limités, on pense d'abord à la fin de mois avant de se projeter sur 10 ans. C'est pour ça qu'il est crucial de développer des solutions rentables dès maintenant et pas seulement à long terme comme tous les exemples que je vous ai donnés jusqu'ici. Et c'est là que ça devient compliqué. Imaginez que la planète, c'est un grand restaurant à volonté. On s'est tous gavés pendant des années sans nous soucier des stocks. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut manger moins car on va bientôt manquer. Alors on augmente les prix pour freiner la consommation et les gens râlent. Puis, comme les fumeurs avec le prix du tabac, on s'habitue et on continue comme avant, peut-être un peu moins, mais pas trop. La vraie solution, c'est de créer de nouvelles recettes, au même prix, aussi bonnes, qui nous rassasient autant mais avec moins d'ingrédients. Et c'est exactement pareil avec l'écologie. Tant qu'on ne propose pas une alternative économiquement viable et plus séduisante, on continuera à surexploiter les ressources, même en sachant pertinemment qu'on va droit dans le mur. Mais maintenant que je vous ai dit tout ce qui ne va pas, vous vous dites sûrement « Ok, mais concrètement on fait quoi ?» Et si je vous disais justement que la solution c'était peut-être tout simplement le parallèle de ma chaîne YouTube, l'information, les chiffres et surtout les bons repères pour prendre les bonnes décisions. C'est une piste qui est souvent négligée, celle de l'information précise et des données chiffrées. En fait, dans bien des cas, vous comme moi, on fait tous des choix anti-écologiques simplement par ignorance. Prenons quelques exemples concrets. Est-ce que d'après vous, pour l'environnement, il est préférable de rouler avec la climatisation ou avec des fenêtres ouvertes ? Intuitivement, on pourrait penser que rouler les fenêtres ouvertes, c'est plus écologique, mais dans les faits, c'est faux. Au-dessus de 80 km/h, la résistance à l'air créée par les fenêtres ouvertes consomme plus d'énergie que la climatisation que vous allumeriez. Autre exemple, bio ou local, qu'est-ce qui est le mieux pour la planète? Alors, bien sûr, le mieux, c'est de faire un produit bio local. Mais si vous deviez choisir, le local l'emporte généralement sur le bio en termes d'impact carbone. Pourquoi? Parce qu'un légume bio qui a traversé la planète, ça reste un légume qui a pris l'avion. Et le transport, c'est souvent ce qui plombe le plus le bilan carbone. Et justement, en parlant de transport, tenez-vous bien, ça va vous surprendre. Il peut être préférable d'acheter une tomate qui vient du Mexique qu'une tomate française. Oui, vous avez bien entendu, mais pourquoi? Parce qu'au Mexique, elle pousse en plein air, elle est récoltée à la main, alors qu'en France, on chauffe des serres pour les produire toute l'année. Et là, je vous entends déjà, oui, mais quand même, le transport, ça pollue, non? Eh bien, vérifions ce que dit l'Agence de la transition écologique. D'après leurs études, une tonne de fruits et légumes transportés en avion consomme 1126 kg de pétrole. Cette même tonne produite sous serre consomme 946 kg. Et enfin, cette même tonne transportée par bateau cargo ne consomme que 63 kg équivalent pétrole. Moralité, le transport maritime, même sur des très longues distances, est étonnamment peu polluant par kilo transporté. Et ça, avant de préparer cette vidéo, je ne le savais pas et je suis certain que j'étais pas seul. Ça montre à quel point l'information précise est cruciale. Et malheureusement, on prend souvent nos décisions sur une base d'intuition, de raccourcis ou d'idées reçues et pas sur des données solides et des faits scientifiques. Et ça, franchement, c'est un énorme frein écologique. Ce qu'il nous faut, c'est des outils simples pour mieux décider au quotidien. L'ADEME a par exemple développé un outil appelé Carlabling qui permet de calculer les émissions de CO2 par kilogramme d'un véhicule neuf. C'est loin d'être parfait, mais c'est exactement ce
ce genre d'outil qui devrait être généralisé pour tous les produits à la consommation. En fait, pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, on devrait l'avoir partout. Sur les vêtements, sur les appareils électroniques, sur les produits alimentaires et même au moment de choisir notre mode de livraison sur Internet. Un peu comme le Nutri-Score, il nous faudrait un planétoscore simple, visuel, juste 5 lettres qui disent ce produit est bon ou est mauvais pour la planète. Le problème, c'est que cette approche par l'information se heurte à plusieurs obstacles. D'abord, la complexité des calculs d'impact environnemental, ensuite la désinformation et surtout notre tendance naturelle à privilégier la simplicité sur la nuance. D'après France Terre Textile, un même vêtement produit en France a une empreinte carbone 2 fois moins élevée que le même produit importé de l'étranger. C'est une information importante, mais combien de consommateurs la connaissent? Et surtout, soyons honnêtes, même si vous le saviez, combien d'entre vous en tiendraient vraiment compte au moment de passer à la caisse? Peu. Parce qu'au fond, même avec toute l'information du monde, la majorité des gens continueraient à choisir ce qu'il y a de plus simple, plus pratique et surtout le moins cher. C'est humain et c'est précisément pour ça que rendre l'écologie économiquement avantageux est indispensable. Alors maintenant, la vraie question, c'est comment peut-on faire concrètement ? Alors, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un youtubeur, un comptable passionné qui ne va pas changer la planète tout seul. Mais j'ai quand même quelques idées simples basées non pas sur de grandes théories idéalistes, mais sur des mécanismes économiques concrets. La première chose à faire, c'est d'arrêter de voir l'écologie comme un produit de niche. Vous savez pourquoi les panneaux solaires sont devenus abordables? Simplement parce que la Chine les a produits en masse. Oui, c'est paradoxal, mais c'est l'industrialisation et la production à grande échelle qui ont rendu cette énergie renouvelable plus compétitive que le charbon et le gaz. Et donc, quand on pense écologie, il faut voir grand, très grand. Pas des bobos micro-initiatives locales qui ne changeront rien, mais des industries solides, massives et rentables. Deuxième idée, il faudrait investir en masse dans la rénovation énergétique de l'habitat et des bureaux. Non pas avec des subventions à fonds perdus, mais avec un partenariat gagnant-gagnant entre banques, fournisseurs d'énergie et consommateurs. Mon idée serait un système de prêts remboursables conditionné aux économies réalisées. L'idée est surprenante, mais je vais vous expliquer. Par exemple, si mes travaux réduisent de 30% ma consommation d'énergie, ma banque me prête de l'argent pour financer les travaux, moi je continue pendant quelques années à payer la même facture réduite non pas de 30% mais juste de 15% à mon fournisseur d'énergie, et c'est lui ensuite qui rembourse mon prêt à ma place grâce aux économies réalisées. Tout le monde est gagnant, l'amélioration est indolore et seuls les travaux réellement rentables seront réalisés. C'est ça la vraie logique de marché. Autre idée, il faut encourager la transparence, la concurrence et la pression sociale sur des critères environnementaux. Quand vous choisissez un restaurant, vous regardez quoi? Les avis clients, les étoiles, les notes. Alors pourquoi ne pas faire pareil avec les entreprises et l'environnement? Imaginez que chaque société doive afficher sa note écologique à l'entrée sur son site internet et sur tous ses produits. Aucune interdiction, juste une information visible et claire. Croyez-moi, vous verriez rapidement des changements de comportement. Enfin, pour les investisseurs, il faut aborder l'écologie comme une opportunité d'affaires et non comme une contrainte. L'écologie ne doit pas être un fardeau, elle doit devenir un nouveau business, un levier de croissance. Les entreprises qui réussiront demain, ce seront celles qui auront compris que la transition écologique, c'est un nouveau marché. Prenez l'exemple des serveurs informatiques. Aujourd'hui, le numérique consomme énormément d'énergie. Les data centers tournent 24 heures sur 24, sont refroidis en permanence et leur empreinte carbone dépend directement de la façon dont l'électricité est produite. Et là, pour le coup, la France a un vrai atout. Notre mix énergétique est l'un des plus décarbonés dans le monde grâce notamment à l'énergie nucléaire. Et pourtant, beaucoup d'entreprises françaises hébergent leurs données à l'étranger. Cherchez l'erreur. En investissant massivement dans ce secteur, héberger localement, ce sera mieux pour notre planète, mais surtout ce sera mieux pour notre business et indirectement pour les recettes de l'État. En fin de compte, la solution, c'est pas de rendre l'écologie obligatoire, moralisante et culpabilisante, il faut la rendre économiquement irrésistible. C'est en alignant l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif qu'on obtiendra un changement massif et durable. Et pour être parfaitement honnête avec vous, je suis convaincu que même si on ne fait rien, le marché finira naturellement par s'orienter vers les alternatives plus vertes, simplement parce qu'elles deviendront plus rentables. La vraie question, c'est voulons-nous attendre que la planète soit tellement dégradée que ces solutions s'imposent par elles-mêmes ou préférons-nous accélérer le processus? Mais je sais,
Ma vidéo ne va rien changer car même si vous preniez conscience des enjeux, les deux plus gros émetteurs de CO2 dans le monde restent encore et toujours la Chine et les États-Unis. Mais je reste pourtant convaincu d'une chose, c'est en partageant nos idées qu'on pourra petit à petit changer de direction. Imaginez un instant notre Terre comme une vieille horloge. Pendant des millénaires, ces rouages ont tourné en harmonie, mais aujourd'hui les engrenages grincent, la pendule hésite et nous, minuscules horlogiers, on débat encore sur la façon de la réparer. Certains veulent punir ceux qui l'ont abîmée, d'autres tentent de subventionner des réparations mal ficelées, beaucoup prêchent l'importance de chaque vis, de chaque ressort, mais dans ce brouhaha, l'horloge continue de ralentir, jour après jour, inexorablement. Et si on avait simplement oublié la vraie nature de l'horlogerie? Ce ne sont pas les contraintes qui font tourner les aiguilles, c'est la précision des engrenages, l'équilibre des forces, la beauté d'un système où chaque pièce trouve naturellement sa place. L'économie et l'écologie, ce ne sont pas des adversaires, elles sont comme les deux faces d'une même pièce, les deux aiguilles de notre horloge planétaire qui ne peuvent avancer l'une sans l'autre. On n'a pas besoin de gourous écologistes, on a juste besoin d'innovateurs, de femmes et d'hommes capables de rendre le verre rentable, de transformer la préservation en opportunité pour que même les plus sceptiques rejoignent le mouvement. Car au fond, nous restons tous des enfants, on suit naturellement le chemin le plus simple, le plus doux, celui qui demande le moins d'efforts. Alors ne luttons pas contre notre nature, utilisons-la et faisons en sorte que sauver la planète devienne plus facile encore que de la détruire.